les 17 principes qui transforment tes ambitions en réalité. Au travers de cette formation, je m'adresse aux gens qui sont ambitieux, des gens qui ont une vision, des gens qui ont des désirs qui sont ancrés en eux et qui veulent transformer ces idées, cette vision en réalité. Ma mission, c'est qu'au travers de ces 17 principes, je vais pouvoir te transformer certaines pensées ou croyances limitantes que tu avais à travers des principes bibliques, des principes universels que j'ai moi-même appliqués. Je viens t'encourager tout d'abord parce que tu viens de faire l'investissement le plus important, c'est investir en soi. Il n'y a qu'en investissant en soi qu'on peut se transformer. Au travers de ces vidéos, je vais te demander d'écouter, écrire ce que tu ne comprends pas et ce que tu comprends et ce que tu vas appliquer. Le plus important, c'est d'appliquer surtout ces conseils et ces principes que je vais te donner. Sinon, cette formation, elle n'a aucun intérêt pour toi. Il n'y a qu'en appliquant ce que je vais te donner que tu vas pouvoir transformer ta vision en réalité. Réussir, ce n'est pas juste avoir de l'argent. Ce n'est pas posséder des voitures, des bijoux, des montres. Réussir, c'est beaucoup plus profond. C'est être maître de son temps. Car le temps est la chose la plus précieuse qu'on a. Tu ne peux pas récupérer le temps que tu as perdu, mais tu peux toujours récupérer l'argent que tu as perdu. Une fois que tu as perdu 20 minutes, 1 heure, 1 semaine, 1 mois, c'est perdu à tout jamais. Tu peux perdre 20 euros, 200 euros, 2000 euros, 20 000 euros. Tu peux toujours les récupérer. Réussir, c'est pouvoir choisir où tu veux être et ce que tu veux faire. C'est être pleinement toi-même devant Dieu, devant les hommes. Réussir, c'est vivre libre. C'est laisser une empreinte positive partout où tu passes. C'est être présent pour ta famille, aimer ton partenaire, élever tes enfants si tu veux des enfants, créer un foyer rempli de paix, de joie, de stabilité, de confiance et de loyauté. C'est aussi bâtir des entreprises solides où règne le respect. Prendre soin de ton corps, faire du sport, bien manger, protéger ta santé. Réussir, c'est aussi offrir la liberté financière à ta famille et surtout à toi-même. La liberté de vivre tes rêves sans te limiter. Mais surtout, réussir, c'est être un disciple fidèle de Dieu. C'est marcher selon sa parole. C'est arriver à la fin de ta vie sans regret. Il n'y a pas de « Ah, j'ai gaspillé mon temps, mes talents, le potentiel que Dieu m'avait donné. » Il n'y a pas de ça, pas de regret. Mais au contraire, être fier de ton parcours parce que tu auras inspiré les générations futures et marqué l'avenir. On va passer au principe numéro 1, l'attitude mentale positive. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui décide de ta vie, mais la manière dont tu réagis. Mais tu peux toujours contrôler ton état d'esprit. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est ni une illusion naïve, ni un optimisme forcé. C'est un choix intérieur. Orienter tes paroles, tes actions vers la foi. La gratitude est la solution, plutôt que vers la peur, la plainte ou la résignation. La Bible dit « car il est tel que sont les pensées de son âme ». Proverbe 23, 7. Autrement dit, ce que tu penses, tu le deviens. L'attitude mentale positive, c'est une discipline quotidienne. Nourrir ton esprit de pensées qui bâtissent, pas de pensées qui détruisent. Napoléon Hill, que j'aime beaucoup, résume ainsi: tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Je kiffe cette citation. Vraiment, apprenez-la. Si tu crois que c'est impossible, alors c'est impossible. Si tu crois que c'est possible, ton cerveau commence à chercher des solutions. Ton état d'esprit influence même ta santé physique. La joie et la foi libèrent de l'énergie, stimulent la créativité et attirent les opportunités. Alors, concrètement, voici comment je cultive mon attitude chaque jour. Je commence ma journée par la prière. Je lui remets ma journée entre ses mains. Parce que pour moi, c'est commencer de la meilleure façon ma journée, c'est remettre entre les mains de Dieu. Je lui remets mes émotions, mes décisions, mes actions, mes paroles. Je lis des versets bibliques qui me fortifient. Un que j'aime beaucoup lire le matin, qui est très connu, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça dit tout. La déclaration que je fais après ça, c'est « Aujourd'hui, je déclare que je ne manquerai de rien, car Dieu est mon berger. » Pour ceux qui ne seraient pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, vous pouvez tout simplement remettre votre journée entre les mains de l'univers. Remercier, à chaque fois que vous vous levez, vous dites merci. Vous avez de la gratitude envers le fait que vous vous êtes levé ce matin avec la santé, que votre famille est toujours en bonne santé. Remerciez, commencez votre journée par la gratitude.
Ça peut ne pas être une prière, mais commencez toujours vos journées avec la gratitude. L'attitude mentale positive, ce n'est pas juste une habitude, c'est une posture de vie. Elle te garde debout quand d'autres tombent. Elle te fait espérer quand tout semble fermé. Elle t'aide à avancer quand beaucoup abandonnent. De cultiver la joie, même dans les petites choses. Répéter jour après jour, cette décision devient le fondement solide de ta paix, de ton succès et de ton témoignage. Principe numéro 2, la définition des objectifs. Imagine partir en voyage sans destination. Le réservoir est plein, mais tu ne sais pas où tu vas aller. Tu tournes en rond, tu t'épuises et tu finis nulle part. La vie, c'est pareil, sans objectif clair. Définir des objectifs, c'est donner un sens, une direction à ta vie. Un objectif clair, c'est une boussole qui t'oriente et te garde sur la bonne route. Sans objectif, tu subis. Avec des objectifs, tu deviens acteur de ton destin. La Bible nous enseigne. Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Écrire, ce n'est pas un détail, c'est une déclaration, un engagement, une semence plantée dans ton esprit. Sans image du futur, tu te disperses. Avec une vision nette, tu ordonnes tes priorités et tu renonces au superflu. Napoléon Hill le rappelait. Un désir ardent, bien défini, est le point de départ de toute réussite. Un objectif vague est une flèche sensible. Un objectif clair devient une force irrésistible qui attire idées, ressources et bonnes personnes. Et j'ajoute cette phrase que j'aime bien garder en tête. Un objectif est un rêve avec une date limite. Jim Rohn, l'un des pionniers du développement personnel que j'aime beaucoup, il dit une fois, si tu n'as pas de plan pour ta vie, tu tomberas dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'il a prévu pour toi, pas grand-chose. Tracer tes objectifs, c'est refuser de vivre au hasard. C'est choisir consciemment ta direction en accord avec ta mission. Voici ma manière simple et efficace pour définir mes objectifs. Alors, j'ai un carnet noir où j'écris mes objectifs. Je fixe des horizons à 5 ans. J'aime bien 5 ans parce qu'en fait, c'est à la fois long et à la fois court. Parce que si en 5 ans, les 2 premières années, tu foutais rien, il va te rester 3 ans. Et tu vas voir que c'est pas beaucoup. Donc, c'est à la fois long et à la fois court. Je veux que vous fassiez la même chose que moi. Prenez le temps de faire cet exercice, il est très important. Pour tous ceux qui voudront aller plus loin avec un accompagnement, si cet exercice, quand je vais vous demander, il n'est pas fait, je vous rembourserai directement l'accompagnement. Je préfère ne pas perdre mon temps et ne pas vous faire perdre votre temps. Vous allez écrire dans la première page pourquoi vous voulez réussir. Le deuxième exercice que je veux que vous écriviez, c'est votre définition de la réussite. C'est quoi pour vous réussir? Vous devez être précis financièrement, amicalement, professionnellement, tout. Citez-moi tout. Je veux que vous m'écriviez c'est quoi la réussite pour vous. Et le dernier exercice que vous devrez faire, ça sera écrire vos objectifs sur 5 ans. Ne laisse pas ta vie être une suite de hasard. Écris tes objectifs, relis-les, avance avec détermination. Il n'y a pas de meilleure sensation que réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Tu auras l'impression, vraiment, d'être le personnage principal de ton histoire. Quand tu fais ce que tu dis, tu vas voir la sensation que tu as. Étape par étape, tout ce que tu écris, tu le fais. Et tu vas voir que quand tu es en train de le réaliser, tu vas te dire « mais je suis un génie !» Tu vois? Non, c'est parce que tu as planifié. Et c'est là le secret de la planification. Tout planifier, ça te permet de suivre bêtement, je dirais, ce que tu as écrit, ton plan, et t'exécutes. Principe numéro 3, la volonté d'évoluer. Imagine un arbre. Chaque année, il pousse de nouvelles branches, porte de nouveaux fruits. Un jour, il cesse de croître, il commence à dépérir. Toi aussi, tu es appelé à évoluer, à te dépasser, à devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. La volonté d'évoluer, c'est cette force intérieure qui refuse de stagner. C'est le désir profond de grandir, d'apprendre et de progresser. La décision est simple et puissante. Demain, je ne serai plus exactement la même personne qu'aujourd'hui. Sans cette volonté, on reste prisonnier de ses habitudes, enfermé dans sa zone de confort. Avec elle, on devient libre de créer une nouvelle réalité. L'histoire humaine confirme cette loi. Si l'homme avait choisi de rester le même, il n'y aurait pas eu Gutenberg, l'imprimerie aurait manqué
au monde. Sans Edison, nos nuits seraient restées sombres, le créateur de l'ampoule. Sans les frères Wright, l'aviation, elle n'aurait pas vu le jour. On n'aurait pas connu tous ces avions, on n'aurait pas pu traverser le monde grâce aux avions. Et sans Steve Jobs, notre manière de communiquer et de travailler ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Dans la musique, moi je pense à Beethoven, Bob Marley, Michael Jackson, Elvis Presley. Ils ont marqué leur génération parce qu'ils ont osé aller plus loin. Ils ont changé leur génération grâce à leur nouveau son. Napoléon Hill l'a résumé avec précision. La force de la volonté est le moteur qui convertit le désir en action. Un rêve sans volonté reste stérile. Avec la volonté d'évoluer, tu deviens capable d'accomplir ce que d'autres refusent de faire. La vie, c'est pas un bond magique, c'est une progression. Jim Rohn l'exprime simplement. Pour que les choses changent, il faut que tu changes. Simple, mais c'est tellement vrai. Ce n'est pas au monde de s'adapter à toi, c'est à toi de choisir de grandir en pensée, en parole, en habitude. Au fond, la volonté d'évoluer, c'est un choix quotidien. Choisir d'apprendre plutôt que de se justifier, choisir l'effort plutôt que les excuses, choisir la vérité plutôt que l'ego. Le même choix qui a porté l'humanité en avant te portera dans tes objectifs. Voici ma manière simple de cultiver cette volonté. J'écris dans mon carnet noir, toujours, comme vous le savez, les raisons profondes pour lesquelles je veux réussir et évoluer. Mon pourquoi, comme je vous avais dit dans le principe numéro 2. J'écris mon pourquoi. Ça compte vraiment. Parce qu'en fait, je définis des actions concrètes qui me font vraiment progresser. Une compétence à pratiquer, une rencontre à provoquer, une habitude à ancrer. Puis, je m'attache à mes objectifs avec discipline et foi, bien sûr. Même quand la motivation faiblit, je reviens à mon pourquoi. C'est ça le secret. Ne crains pas le changement. Crains plutôt de rester toujours le même. Décide aujourd'hui d'embrasser l'évolution. Chaque pas vers une meilleure version de toi-même n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une contribution à l'histoire. De la même manière, ton évolution peut transformer ta vie, elle peut influencer ceux qui t'entourent et peut-être même marquer des générations à venir. Choisis de grandir, choisis de progresser, choisis d'évoluer, choisis de réussir ce que tu t'es fixé comme objectif. Chaque pas que tu accomplis n'est pas seulement pour toi, c'est un héritage pour ta famille, tes amis et le monde. Principe numéro 4. L'examen mûrement réfléchi. Prends un miroir et regarde-toi en face. Pas seulement ton visage, ton cœur, tes attitudes, tes choix. As-tu déjà pris le temps de t'examiner en profondeur? Beaucoup fuient cet exercice parce que se regarder honnêtement demande beaucoup de courage. Mais c'est seulement en affrontant la vérité sur soi-même qu'on peut vraiment grandir, évoluer. L'examen mûrement réfléchi, c'est l'art de l'introspection. C'est l'art de prendre du recul sur soi. Analyser ses actions, ses motivations, ses résultats. Sans cet examen, on répète les mêmes erreurs. Avec lui, on bâtit une croissance durable, solide, alignée avec nos valeurs. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Dieu n'invite pas à la condamnation, il invite au progrès. L'examen mûrement réfléchi permet d'éviter, d'anticiper les pièges, de corriger sa trajectoire. Napoléon Hill enseigne que la réussite naît de la capacité à analyser honnêtement ses forces et ses faiblesses. Refuser l'examen de conscience, c'est répéter ses échecs. Jim Rohn, que j'aime beaucoup, dit « La discipline commence par la capacité à s'examiner soi-même. L'honnêteté mène à la discipline. La discipline mène à l'évolution. » Concrètement, voilà comment je pratique. Je relis régulièrement mes objectifs. Si certains ne sont pas atteints, je me demande pourquoi je ne les ai pas atteints. Cette question-là, elle est vraiment fondamentale. Demandez-vous pourquoi. Je cherche les vraies raisons, pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Quand vous vous parlez à vous-même, vous ne faites pas d'excuses. Quand on se demande pourquoi, vous trouvez la raison et vous ne créez pas des excuses. Je corrige ma méthode. Si une stratégie, ça ne fonctionne pas, je ne persiste pas par orgueil. Je change. Je teste une nouvelle approche. Je prends des temps de silence, des temps à réfléchir, de prière. J'écoute ma conscience. Je parle avec Dieu à travers la prière. Je lui demande ce que je dois ajuster. Je m'encourage moi-même. Ça, c'est très important et je donnerai plus ce conseil à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui ne croit pas en Dieu. Parlez-vous à vous-même. Parlez-vous à haute voix. C'est très important. Votre voix, c'est hyper important. Parlez-vous vous-même. Je me rappelle de mes forces,
de mes faiblesses, de ce que j'ai déjà accompli, de ce que j'ai déjà réussi. Et je me motive moi-même. C'est très important. Parce que cet examen-là, il ne sert pas à vous enfoncer. Il sert à vous remettre en mouvement, à trouver la solution. Et puis, je note mes leçons. Chaque erreur, ça devient une école. Ça devient quelque chose sur lequel je peux revenir. Chaque succès, une preuve que je peux continuer. Ce n'est pas un exercice ponctuel, ça devient une habitude que je fais tout le temps. Écoute cette citation. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate. L'examen mûrement réfléchi n'est pas une punition, c'est une lumière, une lampe qui éclaire ton chemin et t'évite de retomber dans les mêmes pièges. Décide aujourd'hui d'examiner en profondeur et avec sincérité. Non pas pour te condamner, mais pour progresser. Plus tu vas être honnête envers toi-même en faisant cet exercice, plus tu avances vite. Plus tu avances, plus tu inspires. L'introspection n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le chemin vers la liberté intérieure et la vraie croissance. Passons au principe numéro 5, l'autodiscipline. Imagine un athlète sans entraînement, un musicien sans répétition. Même avec du talent, il échoue. C'est sûr. Dans la vie, c'est pareil. Sans l'autodiscipline, les rêves restent des illusions. La discipline quotidienne, elle transforme les intentions en vrais résultats. L'autodiscipline, c'est ton ciment de tous les autres principes. C'est faire ce qui doit être fait, que tu le veuilles ou pas, que tu sois motivé ou pas, qu'il y ait l'envie ou pas l'envie. L'autodiscipline, c'est essentiel. Sans discipline, les objectifs restent des promesses non tenues. Avec elle, tout devient possible. Écoute la sagesse biblique. Celui qui n'a pas de maîtrise de soi est comme une ville démantelée et sans murailles. Proverbe 25, 28. Sans discipline, tu es vulnérable, exposé aux tentations, aux distractions et aux regrets. Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Salomon, un personnage de la Bible que j'aime beaucoup, dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Proverbe 21, 5. Napoléon Hill a dit « La discipline, c'est la clé qui convertit le désir en action. Elle sépare le rêveur du bâtisseur. » Jim Rohn a dit « La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans ce pont, tu restes sur la rive des intentions. Avec ce pont, tu accèdes à tes rêves. » Alors concrètement, voici ma pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais agir avant de me trouver des excuses. Quand une tâche que je me suis fixée doit être faite, je me lance direct. Et ça, c'est essentiel. Tu cherches pas les excuses. Tu sais que tu dois le faire, fais-le. Qu'il soit minuit, 2 heures, peu importe l'heure. Tu as dit que tu allais le faire, fais-le. Je me rappelle mes preuves. J'allais à l'école, au travail, même quand j'avais pas envie. J'avais pas tout le temps envie d'aller à l'école. J'avais pas tout le temps envie d'aller au travail. Pourtant, je suis allé. Alors, encore plus maintenant que je travaille pour ma propre liberté, mes projets, mes rêves, pourquoi je vais me trouver des excuses? Quand c'était pour aller au travail pour quelqu'un d'autre, j'y allais. Quand c'était pour aller à l'école alors que je n'aimais pas l'école, j'y allais. Maintenant que je travaille pour moi, c'est le moment d'encore plus donner. Puis après, ce que je fais, je commence petit. Souvent, je me dis, ok, pas trop envie, j'ai la flemme, ça arrive à tout le monde. Je vais dire, ok, je vais faire ça au moins 10 minutes, au moins 5 minutes. Et dès que tu commences, t'es lancé, tu t'arrêtes plus. Tu continues. Et au final, tu finis la tâche que tu étais censé faire. Donc, commencer petit, c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner. Puis, je rends des comptes. C'est pour ça que, avec mes amis, avec des personnes de confiance, ma madame, souvent, je dis ce que je suis censé devoir faire. Je vais leur dire, écoute, là, cette semaine, je dois faire ça. Comme ça, je sais que ces personnes de confiance, ils vont venir me rendre des comptes. Quand madame, elle va me demander, alors, t'as fait ça, t'as fait ci, il vaut mieux que je réponde oui parce que moi-même, ça va m'énerver de dire non. Donc, du coup, j'aime bien rendre des comptes à mes amis, dire que ouais, je suis censé faire ça. Comme ça, vu que j'ai un entourage bienveillant envers moi, ils vont venir me demander, alors, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Je vais vous partager quelques citations stylées que j'aime bien. C'est une d'Aristote qui dit, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Ça, c'est Bruce Lee qui le dit. La discipline, ce n'est pas de faire toujours plus, c'est faire chaque jour ce qu'il faut. Une citation de Denzel Washington que j'aime beaucoup. Sans engagement, tu n'arrives jamais à rien. Sans discipline, tu ne gardes jamais rien. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu choisis ton futur. Ce n'est pas toujours agréable sur le moment, mais c'est toujours payant dans le temps. Décide aujourd'hui de bâtir des habitudes solides et tiens tes engagements. Surtout envers toi-même.
deviens une personne de confiance pour toi. Chaque acte de discipline construit une forteresse intérieure. Tu sais que tu peux te faire confiance. Ce que tu dis, tu le fais. Un caractère inébranlable, un avenir fertile. La liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux, c'est te discipliner à faire ce qui est nécessaire. Passons au principe numéro 6, l'esprit du maître. Personne ne réussit seul. Tout grand champion a eu un entraîneur. Tout grand roi, des conseillers. Tout grand disciple, un maître. Reconnaître qu'on a besoin d'un guide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. L'esprit du maître, c'est l'attitude de celui qui reste enseignable, qui accepte de toujours apprendre, de recevoir, de se laisser corriger. Les plus grands hommes et femmes sont restés des élèves toute leur vie. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera comme son maître. Luc 6, c'est 40. Apprendre des autres ne te diminue pas, ça t'élève. Salomon ajoute, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Proverbe 19, verset 20. L'écoute prépare des décisions justes et au bon moment. Napoléon Hill parlait du mastermind, l'alliance de plusieurs cerveaux qui crée une puissance supérieure à la somme des individus. Plus vous êtes rassemblés, plus il y a de cerveaux, ça va créer une alliance, une alchimie et qui va créer une puissance supérieure à si tu étais tout seul. Personne n'atteint son plein potentiel seul. On a besoin de se connecter à des esprits plus avancés pour grandir plus vite et éviter des années d'erreur. Jim Rohn le résume sans détour. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Les personnes que tu suis façonnent tes standards, tes habitudes, ta façon de penser, de parler. L'histoire le prouve. Alexandre le Grand s'est formé auprès d'Aristote. Oprah Winfrey cite Maya Angelou. À chaque fois, un maître a donné un levier, un regard, une méthode. Avoir un maître, ce n'est pas perdre ton indépendance, c'est gagner en sagesse. L'humilité d'apprendre ouvre la porte de la croissance. Voici comment je choisis mes mentors. D'abord, l'intégrité. Pas seulement les paroles, la vie. Est-ce que cette personne incarne ce qu'elle enseigne? Ensuite, je regarde, est-ce que cette personne a la vie que je voudrais mener, la vie dont je rêve? Puis, je regarde son impact. Pas seulement des résultats personnels pour elle, mais une influence saine sur la famille, les équipes, la communauté. Enfin, je prie et je réfléchis. Je veux un mentor qui parle à mon esprit et à mon intelligence. Un mentor n'est pas un modèle à copier, c'est un exemple à suivre pour devenir ta meilleure version. Je te propose un exercice simple. Identifie une ou plusieurs personnes que tu considères comme un modèle. En deuxième, je veux que tu écris la qualité ou la compétence précise que tu voudrais avoir d'eux. Puis après, tu poses une action simple. Je vais regarder ses vidéos, je vais lire et acheter un de ses livres, acheter une de ses formations et tu vas appliquer ce que cette personne te dit. Grandir, c'est aussi apprendre de ceux qui t'ont précédé. 3 citations que j'aime beaucoup. Quand tu apprends, enseigne. Quand tu reçois, donne. Tony Robbins, le succès laisse des indices. Trouve quelqu'un qui a déjà réussi et suis ses pas. Si tu veux aller plus loin avec un accompagnement, j'ai conçu un groupe privé afin que tu aies un mastermind, tu aies un accompagnement et surtout que tu sois accompagné. Une session de groupe pour profiter de l'effet du mastermind, comme je t'ai dit plus tôt. Un espace privé pour poser tes questions entre chaque séance. Ça sera un investissement pour toi de 50 € par mois sans engagement. Il y aura les liens en dessous de la vidéo. Il faut que tu comprennes qu'un mentor, il t'aide à structurer, il te corrige et il accélère. Cherche un maître. Choisis tes modèles avec soin. Reste toujours un élève. Si tu veux aller vite, tu peux marcher seul. Si tu veux aller plus loin, marche avec un guide. Passons au principe numéro 7, le témoignage de sa foi ou d'une conviction forte. Imagine un ami en pleine tempête, chômage, maladie, solitude. Tu n'as pas toujours les réponses à lui donner, mais tu as quelque chose de bien plus puissant. Ton témoignage de ta foi ou de ta conviction forte. La foi ou la conviction, ce n'est pas seulement croire, c'est vivre. C'est montrer par ton attitude et tes choix que Dieu existe et agit réellement et que l'espérance existe toujours. La foi est le socle invisible de toute réussite. Pas juste une conviction intérieure, une force vivante. Elle influence tes pensées, tes paroles, tes actions et même ton entourage. Témoigner de ta foi
ou de ta conviction, ce n'est pas seulement parler, c'est rendre visible l'invisible. C'est montrer par ta vie, par tes expériences, que tout est possible à celui qui croit. Napoléon Hill disait « La foi est le point de départ de toute richesse. Sans foi en toi et ton projet ou en Dieu, rien ne naît. » Jim Rohn a dit « La foi, c'est le courage de commencer quand personne ne croit encore. Elle nourrit ta vision, elle protège tes rêves des doutes et même si tu ne partages pas la foi chrétienne, la leçon est universelle. Croire en plus grand que soi. Refuser d'abandonner face aux obstacles. Garder l'espérance quand tout semble perdu. Le témoignage de ta foi et de ta conviction ne se trouve pas seulement dans tes paroles. Il se voit surtout dans ta vie. Ta manière de réagir aux épreuves, aux difficultés, c'est souvent le plus grand des messages. Voici un exercice simple que tu peux incarner au quotidien. Écris un moment précis où ta foi ou ton espérance t'a aidé à surmonter une épreuve. Je vais vous raconter l'un des moments où j'ai vraiment fait l'expérience de ma foi. C'était après la 3e, juste après avoir passé mon brevet. Je devais faire mes vœux, m'inscrire dans les listes d'attente et je me suis inscrit à mon lycée professionnel pour la cuisine parce que je savais déjà que je voulais être cuisinier. Quand je me suis inscrit, on m'a dit que j'étais 50e dans la liste d'attente. Donc du coup, on m'a dit ça serait bien de peut-être faire d'autres vœux, d'aller voir soit dans des lycées où je serais en CAP ou faire, c'était quoi, gestion administration. Je me suis inscrit juste pour faire la procédure et quand je suis rentré à la maison, ma mère, elle m'a testé en fait pour voir si j'avais vraiment la conviction ou si j'avais vraiment la foi. Elle m'a demandé, Caleb, est-ce que c'est vraiment la cuisine que tu veux faire? Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, maman, c'est la cuisine et rien d'autre. Du coup, elle m'a dit, ok, viens, on va aller prier. On prie, on prend un moment de prière et moi, tout l'été passe, rien, pas de réponse. Il y a 2 mois qui passent, dans ma tête, je sais très bien que c'est soit la cuisine, soit rien. Une semaine avant la rentrée, ma mère, elle me donne le téléphone et c'était le lycée qui m'appelait et qui m'a dit « Voilà, monsieur Miguel Kimpa, les places se sont libérées. Est-ce que vous êtes toujours intéressé pour rentrer au lycée ?» Je leur ai dit « Oui, bien sûr. » Et le lendemain, je me suis inscrit. Et c'est là l'une des premières expériences et plus fortes que j'ai dans ma tête où j'ai témoigné de ma forte conviction que j'allais, quoi qu'il arrive, j'allais avoir cette place dans ce lycée-là parce que je me voyais pas faire autre chose. Depuis l'âge de 9 ans, je savais que j'allais être cuisinier. Donc là, c'était pas aux portes du lycée où j'allais lâcher et partir faire autre chose. Donc j'ai pas lâché. C'est quand tu as une conviction forte, tu dois pas la lâcher. Et même quand on va te tester et te poser des questions, tu dois être sûr et tu bougeras pas. Même quand ma mère m'a demandé, tu peux faire gestion administration, comme ça tu gères ton restaurant. J'ai dit, j'en ai rien à faire de ça. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux être cuisinier. Je ferai un bac pro cuisine. Un point, c'est tout. Comme j'ai pas lâché le morceau et que j'ai eu la foi, ben Dieu, il a trouvé la solution pour moi. En deuxième, ce que je veux que tu fasses comme exercice, c'est identifier dans le présent un endroit où tu dois avoir plus de confiance, plus de conviction dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans tes projets. Identifie ces moments-là. Le troisième exercice, c'est poser des actes. Aide quelqu'un malgré tes propres problèmes. Lance la démarche que tu fais que reculer. Lance-toi. C'est ça le témoignage de sa foi. C'est faire ce que tu dis. Puis après, partage à des proches, à des amis, à la famille ou tu l'écris dans ton journal. Ton histoire, ça peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Ne garde pas que ça pour toi. Partage-le. Une citation que j'aime bien, c'est de Paulo Coelho. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à permettre de l'accomplir. Je trouve que quand tu es focus dans un seul truc, ta vie autour de toi, tout va s'aligner pour que ça arrive. Ça peut prendre du temps. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que ça va être facile, mais c'est sûr et certain que ta vie sera alignée avec ce que tu veux. La foi transforme les impossibilités en opportunités. Témoigner de ta foi, c'est déclarer par ta vie que l'espérance est vivante et qu'aucune montagne n'est trop haute. Décide aujourd'hui de marcher dans cette assurance. Incarne-la dans tes choix, tes paroles. Principe numéro 8. Une personnalité rayonnante. Le cœur joyeux rend le visage serein. Proverbe 15, 13. As-tu déjà remarqué ces personnes qui illuminent une pièce dès qu'elles rentrent? Elles n'ont pas forcément des titres ou des richesses, mais elles dégagent une énergie qui attire, qui inspire. Un peu comme moi, tu vois. Mais cette lumière intérieure, c'est la personnalité rayonnante. Elle ne s'achète pas, elle se cultive. Et c'est à toi de la développer. Une personnalité rayonnante ouvre des portes, là où les diplômes ne suffisent pas. C'est comme un parfum. C'est invisible, mais c'est inoubliable. Elle laisse derrière toi une trace de paix et de confiance. Être rayonnant, ce n'est pas jouer un rôle, loin de là. Ce n'est pas avoir un sourire forcé. Ça, je déteste ça. C'est refléter une joie profonde.
envers toi-même. C'est avoir une paix réelle, une confiance intérieure, même au milieu des épreuves et des difficultés. Ton état intérieur influence ton corps, ton entourage et même les opportunités qui viennent à toi. La personnalité rayonnante attire naturellement la coopération des autres. C'est un capital invisible qui ouvre des portes que ni l'argent ni les diplômes n'ouvrent. Salomon relie la joie et la sagesse. Garder un esprit positif attire la faveur. Jim Rohn le résume ainsi. Les autres ressentent ton attitude plus que tes paroles. Ton rayonnement parle avant toi. Et la science le confirme. Les émotions sont contagieuses. Une personne positive influence tout un groupe. Le sourire déclenche des réactions dans le cerveau. Moins de stress, plus de confiance. Les personnes joyeuses et bienveillantes sont perçues comme plus fiables, plus charismatiques. Ton rayonnement est un atout spirituel, relationnel et professionnel. Ton énergie parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Choisis chaque jour de répandre la lumière plutôt que l'ombre. Un exercice pratique que tu peux mettre en place, c'est tu fais un diagnostic. 3 habitudes qui ternissent ton rayonnement, ta joie intérieure, les plaintes, les peurs que tu as, les critiques quand tu t'auto-critiques, la négativité. Vraiment fais un diagnostic de toutes les fois où t'es pas positif. Puis identifie tes vraies forces. 3 habitudes qui font que, par exemple, tu as plus de gratitude, ton sourire, les encouragements que tu donnes aux autres, quand tu écoutes, identifie là où tu es le meilleur. Le dernier, c'est applique. Pose des actes, sourire à des gens, dire bonjour, complimenter d'autres personnes. Rien que ça va pouvoir te permettre d'avoir une attitude beaucoup plus positive, d'avoir une énergie et une personnalité beaucoup plus rayonnante. Après ça, entoure-toi bien. Passe du temps avec des personnes qui inspirent et qui t'élèvent. Leur énergie nourrit la tienne. Si tu restes avec des gens négatifs, malheureusement pour toi, ça va aussi se répercuter sur toi. Même si toi, tu es quelqu'un de joyeux de base. Donc fais attention à ton entourage. Nourris ton intérieur. La prière, la méditation, la lecture, les vidéos que tu regarde des choses positives. Même si c'est qu'une émission qui est négative, qui parle de meurtre, évite tout ça parce que ça aura une répercussion sur toi. Napoléon Hill a donné une citation plutôt inspirante que j'aime bien. Une personnalité rayonnante est une force magnétique. C'est quelque chose qui attire les bonnes choses. Jim Rohn dit « Les autres ressentent ton attitude plus que tes paroles ». Maya Angelou, elle a dit « Les gens oublieront ce que tu as dit, oublieront ce que tu as fait, mais n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. » Et c'est tellement vrai. Il suffit juste que on te dise un prénom, tu vas directement savoir si cette personne, tu la mets avec quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. En vérité, une personnalité rayonnante est ton meilleur passeport. Elle attire les bonnes personnes, elle construit la confiance, elle laisse une empreinte que rien n'efface. Décide aujourd'hui de cultiver la gratitude, la joie et l'encouragement. Décide d'être cette présence positive qui inspire, apaise et qui élève. Au final, ce que les gens retiennent de toi, ce ne sont pas tes titres, ta richesse, ni tes possessions, mais la lumière que tu auras laissée dans leur cœur. Principe numéro 9, l'initiative personnelle. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Ézéchiaste, chapitre 9, verset 10. As-tu déjà attendu qu'une opportunité vienne frapper à ta porte? Souvent, elle ne vient jamais. L'initiative, c'est décider d'agir sans attendre l'autorisation, sans attendre les circonstances parfaites. C'est ce qui distingue ceux qui subissent de ceux qui transforment. L'initiative personnelle, c'est une marque de leadership, de maturité. Elle prouve que tu n'es pas un spectateur, tu es un acteur. Chaque fois que tu prends une initiative, tu déclenches un mouvement que personne d'autre n'aurait peut-être osé commencer. L'initiative attire confiance et faveur. Si tu attends le moment parfait, tu ne sèmes jamais. Napoléon Hill a dit « Le succès appartient à ceux qui passent à l'action. Sans initiative, les projets meurent au stade du rêve. » Jim Rohn a dit « N'attends pas que les choses soient plus faciles, deviens plus fort. » Ce n'est pas la circonstance qui crée ton succès, c'est ton initiative. Quelques principes simples à garder en tête. Crois que tes actions influencent ton futur. Tu deviendras plus productif. Une petite action imparfaite bat une grande intention parfaite mais reportée. Je vais vous donner un petit exemple avec mon tableau. Une personne
qui attend toujours le moment parfait pour avancer, pour agir. Et en rouge, la personne qui n'attend pas que ce soit parfait, mais qui agit, quoi qu'il arrive. Donc, première personne, là. Donc là, tu as le bonhomme. Donc là, on a notre premier bonhomme. Lui, c'est monsieur parfait. Lui, il attend toujours le moment parfait pour avancer. Donc, dans cet exemple-là, ils doivent construire une échelle afin de monter le plus rapidement possible. Donc, monsieur parfait, tac, il a son échelle. Là, il a la base, ils doivent la construire et ils doivent faire à chaque fois les pas. Lui, tant qu'il n'a pas un bâton qui a la taille parfaite pour arriver là, il ne le place pas. Donc, il attend tout le temps, il met pour faire un bâton qui va arriver parfaitement là, il met plus de 2 jours, 3 jours parce qu'il a le temps de couper, de prendre la mesure, de refaire, de replacer la vis, de clouer là, de mettre là. À chaque fois, ça lui prend un temps fou parce qu'il doit toujours être parfait. Il remet toujours à 2 mains. Maintenant, on va faire le deuxième bonhomme et là, je vais vous montrer monsieur imparfait. Lui, il veut juste agir. Tac, il est là. Monsieur imparfait. Lui, il s'en fout. Il prend son échelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des bâtons. Tac, il les met là. Il n'attend pas que ce soit parfait. Le but, comme je vous ai dit, c'est de monter le plus rapidement possible. Donc lui, vu que c'est pour monter le plus rapidement possible, il place. Tac. Il n'a pas besoin que ce soit parfait. Il n'attend pas que ce soit tout aligné. Lui, en moins de 30 minutes, il a avancé et il a pu monter sur son échelle et obtenir le prix. Lui, monsieur parfait, il attend toujours 1 heure, 2 jours pour que ça soit parfait. Quand ça ne va pas, j'enlève, je refais, je recommence. Et ça, c'est la plupart des gens qui réfléchissent comme ça, qu'ils attendent toujours le moment parfait. Et ce moment parfait, malheureusement, il n'existe pas ou il y a très peu de chances que tu l'aies tout le temps. Donc, plutôt que d'avancer comme monsieur imparfait, tu stagnes, tu restes au même endroit. Et je pense qu'il y a beaucoup qui se retrouveront. C'est souvent les personnes qui sont perfectionniste. C'est bien de vouloir bien faire les choses, mais les choses, elles seront jamais parfaites. Il vaut mieux que tu agisses à chaque fois, que tu sois constant, parce que tu auras plus de résultats que quelqu'un qui attend toujours d'être parfait. Avec ce dessin, j'espère que vous aurez compris où je voulais en venir. En fait, c'est l'antidote au perfectionnisme, à vouloir toujours être parfait. Il vaut mieux que tu prototypes vite et améliores ensuite. Le progrès, ça bat la perfection. Voilà maintenant une méthode simple pour déclencher l'action, même sans l'envie. Dis que tu vas le faire à une personne de confiance qui sera là pour te reprendre si tu ne tiens pas ton engagement. Ça va te créer un sentiment d'urgence. Et c'est ça la clé. Crée-toi un sentiment d'urgence pour que tu agisses. Garde cette citation en mémoire. C'est une citation de Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Une autre citation que j'aime bien de Theodore Roosevelt, fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. N'attends pas, fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es maintenant. Ne reste plus spectateur de ta vie. Le moment parfait, il n'existe pas. Tu le crées en commençant dès maintenant. Prends des initiatives, des décisions régulièrement, même des toutes petites. Chaque pas audacieux ouvre des portes que l'attente laisse fermer. Avec la foi comme moteur et la discipline comme cadre, ton initiative scelle ta destinée. Tu sèmes aujourd'hui ce que tu récolteras demain. Commence, ajuste en route et continue. C'est ainsi que les rêves deviennent des résultats. Principe numéro 10, l'enthousiasme. As-tu déjà remarqué comme l'enthousiasme est contagieux? Une personne passionnée peut rallumer le feu dans une salle entière. À l'inverse, un cœur éteint peut refroidir les rêves, les plus brûlants. L'enthousiasme, c'est la couleur que tu donnes à tes actions. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais. Avec enthousiasme, même une tâche simple devient une opportunité de croissance et de joie. Autrement dit, ton élan intérieur nourrit ta santé, ta clarté et ouvre des portes. Voici ma version simple et vraie pour cultiver tous les jours mon enthousiasme. Je pars de ce que j'aime. J'écris 3 choses qui me passionnent, ce qui me fait vraiment vibrer. J'aligne mon quotidien. Chaque jour, je place au moins une action liée à ces passions, même petite. Choisis aujourd'hui d'allumer le feu de ton enthousiasme. Aborde chaque tâche de bon cœur. Tu y trouveras plus de clarté, plus de créativité, plus de fruits. L'enthousiasme, c'est pas un luxe, c'est une discipline joyeuse, un don que tu t'offres
à toi-même et que tu offres aussi aux autres. Sois cette flamme qui rallume l'espérance autour de toi. Avec un cœur ardent et des actes constants, les portes s'ouvrent, les cœurs s'élèvent et les rêves prennent feu. Principe numéro 11, la concentration. Celui qui essaie de tout faire en même temps finit souvent par ne rien accomplir vraiment. La concentration, c'est fermer les portes aux distractions pour ouvrir les portes et le chemin de l'efficacité. La Bible dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Proverbe chapitre 4, verset 25. Fixe l'objectif. Évite la dispersion. Jim Rohn le résume ainsi. Là où va ton attention, là où va ton énergie. Rappelle-toi des principes simples. Le cerveau, il fonctionne beaucoup mieux en monotâche qu'en multitâche. Commence par créer un élan. L'élan, il entretient le focus. Gère ton énergie, très important. Il faut que tu dormes assez, il faut que tu t'hydrates assez, il faut que tu manges bien. Soigne ton environnement. Fais en sorte d'être plus souvent dans le silence. Fais en sorte d'enlever toutes les distractions. TikTok, les réseaux sociaux, tu le sais déjà. Voici ma méthode que j'utilise pour être beaucoup plus focus, qui est simple et tenable. Si je l'ai fait, c'est que c'est possible. Fixe-toi une priorité. Une seule tâche que tu veux réaliser en 1 heure, 2 heures, en 1 semaine. C'est toi qui fixes la limite du temps. Fixe-toi une seule tâche et tant que c'est pas terminé, tant que tu n'as pas fini cette tâche, tu ne démarres rien d'autre. Fixe-toi un temps à cette tâche. Tu sais à peu près combien de temps ça peut te prendre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme j'ai dit. C'est toi qui sais combien de temps ça te prendra. Si ça doit te prendre 1 mois, que ça te prenne 1 mois. Mais concentre-toi sur ça. Puis, à chaque fois que tu réalises cette tâche, mets-toi vraiment dans les meilleures conditions possibles pour rester focus. T'enlèves tes réseaux sociaux, t'enlèves tes notifications, tu éloignes ton téléphone, tu te mets dans une salle beaucoup plus calme pour être concentré si tu as besoin de concentration. Tu peux mettre des écouteurs si tu aimes bien écouter de la musique en même temps que tu travailles. C'est toi qui te connais et qui te gère pour ça. La concentration, c'est ton super pouvoir. Choisis la clarté, protège ton focus. Un pas net vaut mieux que 10 pas flous. Et puis, regarde tes résultats décoller. Passons au principe numéro 12, le travail en équipe. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Une équipe, ce n'est pas juste des personnes côte à côte. C'est une synergie, une vision commune, une action alignée. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. L'union, ça augmente la productivité, protège des chutes, prolonge l'endurance. Une vision claire, harmonieuse, un rythme régulier. Les idées se combinent, les décisions s'élèvent. Chacun avance parce qu'il sait qu'il devra rendre des comptes. Salomon, le personnage que j'aime bien de la Bible, il dit « Le fer aiguise le fer ». Proverbe 27, 17. La bonne friction n'abîme pas la relation, elle l'affûte. Tout là l'importance d'avoir un bon cercle et d'élever tes standards. Voici ma façon de faire. J'appelle ça identifier son cerveau collectif de 3 à 5 personnes ou même plus. Ça peut être des personnes que tu suis, des personnes que tu connais, tes amis, ta famille, tes collègues de travail, peu importe. Note les meilleures qualités de chacun. Je veux que tu le fasses. Un tel, il est fort dans ça. L'autre, il peut me servir pour l'informatique. Lui, il peut me servir à gérer mes finances. Lui, c'est quelqu'un qui me motive à chaque fois. Mon père, il me donne toujours des bons conseils. Ma mère, elle est toujours là pour me soutenir. Tu te crées ton cerveau collectif et tu cherches les points forts de chacun qui vont à toi te permettre de t'améliorer. Maintenant, tu vas créer un rythme, des rendez-vous 1 fois ou 2 fois par semaine. Ça peut juste être des discussions. Par exemple, si c'est tes parents, tu essaies de prendre un moment pour parler avec eux. Si c'est tes potes, tu les appelles, tu leur envoies un message, tu fais une réunion. Il n'y a pas besoin qu'il y ait tous les membres de ton cercle collectif qui soient assemblés en même temps, mais juste que toi, tu puisses très souvent leur parler. Et tu vas pouvoir observer qui a une bonne impact sur toi, qui t'élève, qui te rabaisse. Et puis après, tu vas t'entourer des meilleurs et seulement des meilleurs. Garde ceux qui te portent. Écarte avec tout le respect possible ceux qui freinent ta croissance. Travaille avec ton équipe. Le travail en équipe, ce n'est pas une stratégie. C'est un principe spirituel et universel. Cherche les bonnes personnes. Bâtissez une vision qui est partagée. Créez des rythmes simples. Comme je vous ai dit, 1, 2 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois. C'est vous qui voyez. Accomplissez ensemble ce que aucun n'aurait pu accomplir seul. Principe numéro 13. Les leçons à tirer de l'échec. Celui-là, très
très important et très difficile. Parce que l'échec, on n'aime pas du tout ça. L'échec, ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Ceux qui trébuchent et n'apprennent rien répètent. Ceux qui regardent la réalité en face tirent la leçon, qui se relèvent, grandissent. Sans échec, il n'y a pas de maturité. Chaque chute contient un trésor discret, une information sur toi, sur ta méthode, sur ta direction. Les plus grands n'ont pas été épargnés. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence d'erreurs, c'est la façon de transformer ces erreurs en capital d'expérience. La persévérance vaut plus que la perfection. Le secret, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est pas ça. C'est de refuser d'y rester. L'échec, bien accueilli, il nous recentre. On écoute davantage, on ajuste, on s'ouvre à Dieu et aux autres. Si tu prends le temps d'observer, de regarder autour de toi, tes défaites contiennent les graines de tes futures victoires. Elles indiquent ce qu'il faut changer, ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut arrêter. Jim Rohn a dit « Ne souhaite pas moins de problèmes, souhaite plus de compétences. » L'échec, ça devient un entraîneur exigeant. Il t'oblige à te développer. Il t'oblige à développer de nouvelles compétences, à clarifier ta vision, à gagner en discipline. Les approches modernes confirment. Un état d'esprit de croissance transforme l'erreur en information. Je l'ai moi-même vécu. Mon plus grand échec, c'était en CM1 quand j'ai redoublé. Pour moi, sur le coup, je l'ai vraiment mal vécu. J'allais perdre tous mes potes, ils allaient passer en CM2, j'allais être en CM1, j'ai redoublé. J'avais honte de moi. Mais en vrai, j'ai compris un truc que je savais déjà au fond de moi, c'est que l'école, c'était pas fait pour moi. J'aimais pas ça. J'aimais pas le système scolaire. Et le fait d'avoir redoublé, ça m'a fait comprendre et je me suis enfin mis la réalité en face. Et j'ai commencé à me poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que je peux faire durant toute une journée sans que, tu vois, que ça m'embête? J'ai commencé à me poser ce genre de questions-là. Et à cette question-là, j'ai trouvé la réponse toute simple. C'était la cuisine. J'aimais passer mon temps à regarder ma mère cuisiner, à critiquer ce qu'elle cuisinait, à vouloir améliorer. Et à ce moment-là, en fait, il y avait aussi Top Chef, Master Chef qui commençait à faire fureur sur la télé et j'aimais vraiment beaucoup regarder ces émissions. Et derrière, j'allais en cuisine et je reproduisais un peu ce que je voyais. Et quand on a commencé à me demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand on me demandait, je commençais à répondre cuisinier. Et en plus de ça, j'ai eu le soutien de mon père. Donc, j'ai transformé cet échec de redoubler en CM1 en aujourd'hui ma plus grande réussite finalement parce que j'ai obtenu mon diplôme, bac pro cuisine et je suis devenu cuisinier. Ce qui ressemblait à une humiliation est devenu un tournant. J'ai transformé mon plus grand échec en réussite. Une réussite dont je suis plutôt bien fier et dont ma famille est fière. Au bout du compte, l'échec n'est pas ton ennemi, c'est un maître déguisé, accueilli avec humilité, sagesse et intelligence, étudié avec honnêteté. Ça, c'est très important. Il faut que tu sois honnête envers toi-même quand il y a un échec. Suivi d'actions concrètes. Tu te poses les bonnes questions. Tu te réorientes. Donc, dès que tu suis d'actions concrètes, elle devient un tremplin. Ne crains pas de la chute. Vois-les comme des leçons préparées pour toi. Chaque cicatrice peut devenir un témoignage de victoire. Si tu choisis d'apprendre, d'ajuster et de continuer, ce chemin n'est pas spectaculaire, mais il est sûr. Se relever encore et encore jusqu'à ce que la graine plantée par l'échec devienne le fruit de ta réussite. Principe 14, la vision créatrice. Celui qui n'a pas de vision vit au hasard. Celui qui en a une avance avec une puissance. La vision, c'est une lumière intérieure. Elle éclaire ton chemin même quand tout autour semble sombre. Ce n'est pas juste un vœu vague, c'est une image précise que tu as de ton futur. Une carte intérieure. Elle oriente tes pas. Souvent, elle est inspirée par Dieu, par ta petite intuition que tu as dans ta tête. Sans vision, l'énergie, elle se disperse. Tu te disperses, tu te distrais. Avec une vision, chacune de tes actions deviennent intentionnel. Tu sais pourquoi tu fais ces choses-là. La vision, ça te donne un cap. La sagesse te donne la stratégie. C'est un plan invisible de ta réussite. Quand elle est nourrie d'un désir ardent que tu as au fond de toi, clarifié par un but précis, ancré par des déclarations quotidiennes, par des actions quotidiennes, transformées en plan d'action. Plus tu as une vision nette de ce que tu veux, plus ton esprit
va filtrer les informations. Tout ce qui est inutile, tout ce qui est un obstacle, ça va le filtrer. Elle repère les ressources, attire les bonnes opportunités, persévère face aux obstacles. Une vision confuse, ça fatigue. Une vision claire simplifie et priorise. Te tracer une vision, c'est t'assumer. Assumer ton leadership qui est en toi. Décide maintenant de ce qui compte pour toi. Choisis tes influences. Aligne chacune de tes habitudes. Ton plan, c'est pas d'être parfait, c'est pas possible. Il doit être vivant, le tien. Ajuste-le régulièrement. Maintenant, donne un corps à ta vision. Décris-toi dans 5 ans. L'un des exercices que je vous avais donné. Où tu vis, avec qui, ce que tu fais, à quoi ressemblent tes journées, quelle valeur tu apportes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Essaye d'être le plus précis possible. Puis, ramène maintenant cette image au présent. Parle au présent. Visualise dans le futur ce que tu veux et commence à te l'imprégner maintenant dans le présent. Choisis maintenant 3 étapes concrètes que tu vas pouvoir faire. Prendre une formation, lire le livre, te lancer dans ton business, enfin, quitter ton emploi. C'est toi qui sais ce que tu dois faire. Ta vision était claire. Maintenant, tu dois accomplir ce pourquoi tu es fait. Je vais te partager ma manière à moi de faire. Dans mon téléphone, j'ai une note. Ma vie dans 5 ans. Je l'ai aussi dans mon carnet noir d'ailleurs. Ce que je veux construire, ce que je veux générer et épargner, ce que je veux investir tous les mois, les projets que j'ai, que je veux porter. J'ai ajouté aussi des images pour me donner une idée de ce que je veux. Dans mes images, j'ai une image d'une belle maison. J'ai ajouté ma Rolls-Royce. Je veux des chevaux, je veux avoir un potager, je veux avoir une G-Wagon pour ma femme plus tard. Je veux avoir un restaurant. Donc j'ai mis plein d'images comme ça. En fait, ça me permet de me visualiser, de rêver, me projeter dans ces images-là. Le soir, je relis ce que j'ai écrit, mes objectifs, ce que je rêve, ce que je veux. Et déjà, rien qu'en faisant ça, en fait, ça me permet de ressentir de la joie, de la réussite, de la paix. En fait, je sens déjà que c'est à moi, je suis en train de me l'approprier. C'est à moi. Et ça, c'est très important. Tu peux croire que c'est de la folie, mais c'est vraiment te sentir déjà que c'est à toi, ça t'appartient. Si tu ne crois pas ça, tu vas jamais pouvoir le transformer en réalité. Je veux vraiment que tu fasses cet exercice-là. Écris ce que tu vois dans 5 ans et mets des images et visualise-toi dedans. La vision est une semence de destinée plantée en toi. Si tu la cultives avec ta foi et de la discipline, elle te guidera. Elle inspirera les autres autour de toi et t'ouvrira des portes que tu n'imaginais même pas. Ne vis plus au hasard. Choisis de voir encore plus loin et marche toujours vers ce que tu as vu, vers ce que tu veux. Principe numéro 15, la dépense de temps et d'argent. Ton temps et ton argent sont des semences. S'ils sont semés au hasard, ils donnent des récoltes au hasard. Quand tu les orientes avec sagesse, avec intelligence, ils deviennent abondance. Réussir, c'est pas seulement gagner plus ou trouver plus d'heures. C'est bien gérer ce que la nature te confie. Les bonnes personnes, elles traitent leur journée et leurs ressources comme des dons à faire fructifier. Regarde tes journées comme une richesse limitée à investir. La Bible, elle nous enseigne à planifier, une chose très importante. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses, pour voir s'il a de quoi terminer. Luc 14, 28. Planifier, ce n'est pas de manquer de foi. Ce n'est pas de ne pas croire en soi. C'est la sagesse, l'intelligence en action. Tu anticipes, tu épargnes, tu investis. Ne laisse pas la crise, les difficultés, les imprévus dicter ton organisation. Napoléon Hill l'a dit, le temps et l'argent doivent être investis, jamais gaspillés. Tu dois avoir un but clair, un plan simple, une discipline quotidienne, des habitudes qui s'enchaînent comme des engrenages. Les minutes que tu utilises, ça devient tes résultats. Tes euros, ça devient tes actifs. Jim Rohn, il rappelle la hiérarchie. Le temps est plus précieux que l'argent. On peut obtenir plus d'argent, mais on ne peut pas obtenir plus de temps. Si ton temps, c'est ton capital le plus rare, alloue-le comme un budget, aux priorités, pas aux urgences des autres, à l'important, pas aux distractions. Et j'intègre une loi ancienne que j'ai lue dans L'homme le plus riche de Babylone. Une part de tout ce que tu gagnes, ça t'appartient. Prends toujours au minimum 10%
de ce que tu gagnes et tu l'épargnes. Là, je veux vraiment que ça soit épargné. Ça sera ce qu'on appelle ton épargne de sécurité. Pas investi, non, épargne de sécurité. Au minimum, tu prends 10% de ce que tu gagnes. Tu vis toujours en prenant 10% de ce que tu gagnes. Maîtrise tes dépenses. Il faut que tu saches vivre en dessous de tes moyens. Arrête de dépenser plus que ce que tu as. Si tu demandes de l'argent, si tu as besoin qu'on te prête de l'argent, c'est que tu dépenses beaucoup trop d'argent. Fais fructifier ton or, ton argent. Investis régulièrement pour que ton argent travaille pour toi. Et c'est la principale utilité de l'argent. Ce que tu dois comprendre, c'est que la classe moyenne, la classe pauvre, quand ils reçoivent de l'argent, première chose à laquelle ils pensent, les pauvres, c'est comment je vais survivre pour payer mes factures, payer mes dépenses quotidiennes. La classe moyenne, c'est comment je vais m'acheter une nouvelle paire, comment je vais me faire plaisir. Et la classe riche, dès qu'ils reçoivent leur argent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est comment je vais utiliser mon argent pour le faire fructifier, pour le faire travailler pour moi. Si tu penses toujours à mon argent, il sert à payer mes loyers, mon argent, il va me servir à m'acheter une nouvelle paire, tu penses comme un pauvre ou comme quelqu'un de la classe moyenne. Si la première chose à laquelle tu penses quand tu as de l'argent, c'est l'investir, comment je vais le faire fructifier, c'est là où tu penses comme un riche. Il n'y a que comme ça. Demande conseil à des connaisseurs. N'investis que dans ce que tu comprends vraiment. La bourse, l'immobilier, c'est toi qui sais les classes d'actifs dans lesquelles tu veux investir, qui te correspondent le plus. Je veux aussi que tu penses à augmenter tes revenus, créer un nouveau business, crée-toi une nouvelle source de revenus digitale, vends des services sur Internet, faire du montage, devient beaucoup plus utile à la société. Concrètement, je vais te dire comment moi je m'y prends et comment je fais. Je ne me couche jamais sans planifier ma journée du lendemain. Je fais toujours 3 priorités. Ce que je dois absolument faire, en combien de temps et toujours, je me laisse aussi une marge pour pouvoir décompresser. Donc j'ai toujours une mission principale, combien de temps ça va me prendre et un temps aussi de détente. Mon argent, personnellement, je mets toujours 10% de ce que je gagne dans mon épargne de sécurité. 40% de ce que je gagne, je l'investis. 50%, ce qui me reste, en fait, je vais l'utiliser pour mes charges. J'ai vraiment très peu de charges. Pour faire travailler mon argent, comme je vous ai dit, la bourse, les actions, les ETF. Je contrôle mes dépenses. J'ai 3 comptes. J'ai un compte où je reçois mes salaires et où tout passe, mon forfait téléphonique, l'assurance de ma voiture. Après, je fais directement, dès que je reçois ma paye, un virement sur mon compte d'investissement et épargne. C'est mon compte Trade Republic que j'utilise. Et le 3e compte que j'ai, c'est le compte où je fais mes dépenses. Donc, chaque mois, je sais, OK, là, je vais me permettre de dépenser ce mois-ci pour me faire plaisir 200 € par exemple. Je mets 200 € dans ce compte-là. Dès que c'est fini, il n'y a plus rien. Dans mon compte épargne et investissement, j'investis automatiquement grâce à un plan d'épargne sur mes actions et sur mes ETF. Comme ça, chaque mois est budgétisé et ça, c'est très important. Tout cela, ça paraît simple et justement, c'est sa force. C'est simple à mettre en place, mais très peu de gens le font vraiment. C'est là où on voit la différence des gens qui arrivent à se budgétiser ou non. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ces règles-là que je vous donne. Vous le savez tous qu'il faut dépenser moins, faire un budget, mais on ne le fait pas. Et c'est qu'à partir du moment où tu vas vraiment le faire, parce que moi aussi, je ne le faisais pas avant. Il n'y a qu'au moment où j'ai commencé à scruter tout ce que je faisais que j'ai commencé vraiment à savoir épargner et investir régulièrement. Et que j'ai vu les fruits finalement. C'est des conseils tout bateaux, mais il faut juste les appliquer. Si tu ne les appliques pas, il ne va rien se passer. Au bout du compte, la façon dont tu dépenses ton temps et ton argent révèle ce qui est vraiment important pour toi. On peut te dire tout ce qu'on veut, c'est toi qui dois choisir finalement si tu veux appliquer ou non. Écris-toi tes plans. Moi, j'ai littéralement écrit mes 5 prochaines années. Je sais comment je vais m'y prendre. Je sais comment je vais dépenser mon argent, là où il va aller, là où il ne va pas aller justement. J'ai tout budgétisé et rien ni personne va m'empêcher de faire comme j'ai prévu. Principe numéro 16, le maintien d'un esprit sain dans un corps sain. Tu ne peux pas accomplir ta mission si ton corps et ton esprit sont négligés. Ton succès futur dépend aussi de ta santé présente. Équilibrer l'esprit et le corps, c'est trouver la force, la clarté et l'énergie pour avancer. Un esprit fort dans un corps faible
il reste toujours limité. Si tu as un corps fort, mais aucune discipline, ça sonne creux. Il n'y a rien. En fait, ensemble, ils forment une base solide. Les deux vont ensemble. Il faut que vous appreniez à honorer votre corps. C'est l'entretenir, le préserver, le rendre disponible pour la mission, pour votre but que vous êtes fixé, pour vos ambitions. Utilisez votre corps et votre intelligence, votre esprit pour cette mission seulement. Napoléon Hill, il souligne que la pensée constructive se tient mieux dans un corps sain et dans un esprit sain. Sommeil suffisant, mouvement, air, lumière, sport, alimentation. Jim Rohn, il dit une phrase que j'aime beaucoup. Prends soin de ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Ton corps, tu ne vas jamais pouvoir t'échapper. Tu peux vivre ailleurs, mais tu vivras toujours dans ton corps. Ce que tu fais de ton corps, ça te sert ou ça te sabote. La loi, elle est simple. Ce que tu nourris, grandit. Ce que tu négliges, ça se flétrit. Voici ma pratique simple, efficace et tenable. Je prends toujours le matin quand je me réveille un temps de silence. Je me réveille littéralement pendant 15, 20, 30 minutes, ça dépend, où je fais rien. Juste, je suis assis sur mon lit. Souvent, j'ouvre la fenêtre, je regarde et je reste dans le silence. Je ne commence pas ma journée directement en scrollant. Et ça, je vous assure, c'est vraiment très important. Commencez pas votre journée directement le téléphone. Vous éteignez votre réveil si vous avez un réveil et prenez juste un temps, restez dans le silence et vous allez voir que souvent, c'est là où les meilleures idées en fait vont venir. Dès le matin, vous allez commencer à planifier votre journée. Ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Prenez juste ce temps de silence pour vous. Pour ceux qui sont croyants, prenez ce temps aussi pour prier et méditer. Pour mon corps et pour entretenir cette magnifique musculature, je fais 3 séances par semaine. Une séance de boxe pour le cardio, une séance de renforcement musculaire et souvent, je fais aussi une dernière séance où je fais du full body. Pour l'alimentation, comme vous le savez, j'ai de la chance, je suis cuisinier, donc je mange plutôt sainement. Je me prépare mes repas moi-même. J'évite de trop commander et de manger trop de fast-food. En fait, je vais préférer me faire un bon restaurant gastronomique 1 fois à 2 fois par mois plutôt que de me faire tout le temps des cheat meals. Vous voyez les cheat meals en fin de semaine. Je préfère un bon restaurant gastro par mois ou 2, ça dépend de mon envie, plutôt que des cheat meals. Après, vous connaissez boire, marcher régulièrement, dormir des nuits complètes. Moi, à peu près entre 7 heures et franchement, je ne fais jamais 8 heures de sommeil, sauf si je suis KO, mais 7 heures de sommeil, ça me suffit et je suis bien, tu vois. Donc, ça dépend de vous, mais ayez une alarme le matin, mais ayez aussi une alarme du soir qui va vous permettre de vous dire « Ok, là, c'est l'heure où je coupe tous les écrans et je me mets dans mon lit. » Au fond, corps et esprit sont 2 alliés inséparables. Si tu négliges l'un, c'est affaiblir l'autre. Entretiens ton corps, entretiens ton esprit est une preuve de respect pour celui qui te les a confiés. C'est une stratégie concrète pour durer dans le temps. Il faut que tu restes le plus longtemps possible. Ça augmentera ton énergie et ça multipliera ton impact sur ce monde. Si tu cultives cette alliance avec simplicité et discipline, tu récolteras une vie alignée à tes objectifs, forte et durable. Un esprit sain dans un corps sain, au service d'une œuvre qui te dépasse. Le principe numéro 17, l'utilisation de l'habitude. Les habitudes décident de ton futur plus que tes rêves. On ne devient pas ce qu'on veut, on devient ce qu'on répète. Chaque grande réussite repose sur une fondation invisible. Les gestes, les pensées, les paroles du quotidien. Toutes ces répétitions, ça peut être des chaînes qui t'enferment ou des ailes qui t'élèvent. La Bible, elle nous rappelle, elle nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les moindres choses, le sera aussi, est infidèle aussi dans les grandes. » C'est logique. Si tu fais en sorte que rien qu'avec 1 500 €, par exemple, t'arriver tous les mois à épargner de l'argent, mais quand on aura plus, quand tu gagneras 2 000, 3 000, tu vas garder ce principe-là. Mais si tu avais déjà du mal à gérer 1 500 €, quand on aura 2 000, quand on aura 3 000, tu vas faire la même erreur. C'est ton habitude de mal gérer ton argent et ton temps. Quand tu es fidèle dans les petites disciplines, ça prépare ta capacité à porter de plus grandes responsabilités. Il n'y a que si tu arrives à garder les petites choses que tu arriveras à en garder des plus grandes. Ça marche comme ça.
C'est pas quand j'aurai plus. Non, c'est avec ce que tu as maintenant. Napoléon Hill rappelle une loi simple. Les habitudes sculptent le caractère et orientent le destin. Tu bâtis ton futur en installant des habitudes qui soutiennent ta vision, tes objectifs. Jim Rohn, il met les mots justes et j'aime bien cette citation qui dit « Le succès n'est rien d'autre qu'une poignée d'habitudes pratiquées chaque jour. » Et j'aime bien cette phrase, c'est une citation de Will Durant en résumant Aristote, ça vient d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, en fait, finalement, c'est pas un acte, mais c'est une habitude. Le succès, c'est une habitude. Tu ne crées pas ton avenir directement d'un seul coup. Non, en fait, tu crées tes habitudes et elles créent ton avenir. C'est ça qui va créer ta réussite. Si chaque jour, tu travailles, si chaque jour, tu dors bien, si chaque jour, tu manges sainement, tu fais du sport, il va forcément arriver à un moment donné où tu vas atteindre tes objectifs que tu t'es fixés parce que tu avais les bonnes habitudes chaque jour. Il est là le secret. C'est la répétition constante de ce que tu veux avoir. Il faut que tu choisisses aujourd'hui les bonnes habitudes que tu veux ancrer en toi et les garder et t'y tenir. Il y aura des jours où tu vas retomber dans tes mauvaises habitudes, c'est normal, c'est plus facile de faire le mauvais que le bien. L'être humain, il est comme ça, il fait plus facilement le mauvais que le bien. C'est à toi de te réadapter, te relever à chaque fois, encore et encore, jusqu'à ce que finalement, ça devienne ta nature et que tu ne puisses pas t'empêcher de travailler, de faire attention à ce que tu manges, de faire ton sport et de toujours manger sainement. Avant qu'on se quitte et que ça soit la fin de cette formation, j'aimerais te demander une question simple. Quelle est la trace que tu veux laisser? Cette formation, elle est née de cette question. Elle est née d'un moment où j'étais avec mon pote. On était assis et on discutait de développement personnel. Je le motivais et il était littéralement, je crois, 2-3 heures déjà. Et à un moment donné, je dis mais ça, je pourrais le faire pendant des heures et des heures. Je pourrais lui parler, le motiver, lui trouver des solutions à ses mauvaises habitudes ou à ses pensées limitantes pour essayer de l'aider justement à le changer pendant des heures. Je pouvais encore lui parler parce que bien sûr c'était mon ami, mais c'est un truc aussi où j'ai pris conscience que j'aimais faire ça et que je pouvais donner ce que j'avais comme énergie, l'intelligence que j'ai, la sagesse que j'ai, la motivation que j'ai, je peux la donner. Donc la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est quelle est la trace que tu veux laisser derrière toi? Si tu as parcouru tous ces 17 principes avec moi, tu sais maintenant que la réussite n'est pas une destination, c'est un chemin que tu dois te tracer pas à pas, step by step. L'attitude mentale positive qui ouvre la porte, des objectifs clairs qui donnent ta direction, une volonté constante d'évoluer, d'apprendre, de ne pas rester à la même place. Tu dois vouloir t'élever à chaque fois. L'examen sincère, tu dois toujours te regarder la vérité en face, t'auto-discipliner toi-même. C'est toi-même qui dois te dire « allez au boulot, là j'arrête de faire ça ». C'est à toi, personne d'autre le fera pour toi. Une personnalité rayonnante, toujours l'agnac, toujours le sourire, toujours motivé, que tu donnes envie aux gens d'aller vers toi, de te parler, de comprendre qu'est-ce qui t'anime autant, prendre de l'initiative, toujours prendre les idées, foncer, arrêter de procrastiner, arrêter de chercher la perfection, mais prendre les initiatives parce qu'on l'a compris, c'est ça le secret, c'est avancer. Il vaut mieux être monsieur imparfait qui avance jour après jour, minute après minute, que monsieur parfait qui veut construire son échelle parfaitement adéquate pour monter, mais qui finalement n'avance à rien parce qu'il cherche la perfection qui n'existe pas. Maintenant que tu as suivi tous ces 17 principes, pour moi, ça serait incomplet de te laisser juste cette formation-là, regarder la vidéo et c'est terminé. Après avoir tout regardé, tu peux maintenant booker un appel avec moi de 45 minutes. Tu vas pouvoir me poser tes questions. Là où tu n'as pas compris quelque chose, justement, on va pouvoir mettre en place ensemble des habitudes à ancrer en toi et on va pouvoir répondre et je vais pouvoir te guider là où toi tu avais peut-être encore des doutes, tu ne sais pas encore ce que tu veux. C'est là où moi je vais pouvoir te guider, te trouver les choses à améliorer dans ton business, dans tes finances. C'est là où je peux t'aider.
Il n'y a que si tu as réussi à répondre à ces questions, pourquoi je veux réussir, qu'est-ce que je veux dans 5 ans et qu'est-ce qu'est la réussite pour moi. Il n'y a que quand tu sauras répondre à ces questions-là, tu pourras prendre ton appel avec moi afin qu'on puisse peaufiner tes habitudes à ancrer et celles à dégager de ta vie. Je t'invite aussi à rejoindre le groupe privé VIP qu'on aura formé avec tous les membres qui auront suivi cette formation afin qu'on soit plusieurs personnes ambitieuses. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie et je pense que beaucoup, ça aide d'être dans un groupe où il y a plusieurs personnes qui ont le même état d'esprit, la même niaque, la même envie, le même enthousiasme que nous. Plutôt que de te laisser seul face à cette formation, rejoins le groupe sur un investissement de 50 € par mois où tu pourras, bien sûr, sans engagement, dès que tu veux, couper. Il y aura des lives une fois par mois, il y aura des coachings one-to-one et on pourra discuter ensemble, être une communauté de personnes qui se motivent, qui sont ambitieux et qui sont prêts à être disciplinés pour réaliser leurs objectifs. Il y aura aussi, bien sûr, mon accompagnement personnel où là, on adaptera chaque habitude, chaque principe à ta vie afin que tu puisses les accomplir. C'est ça mon but, c'est qu'on trouve les réponses à tes questions. Si ce contenu t'a aidé, t'a transformé, n'hésite pas à me le faire savoir. En laissant un avis, un commentaire, c'est très très important. Ça fera vraiment plaisir et ça va me motiver à faire encore mieux les prochaines fois. Avec toute ma foi, ma sincérité et mon amour, c'était Caleb Miguel Kimpa.